Comment se porte le Venezuela 2 ans après la mort de Hugo Chavez? Avec sa révolution bolivarienne, Chavez a profondément marqué ce pays économiquement, socialement, politiquement. Et d'ailleurs, son successeur, Nicolás Maduro, qui a été élu en 2013, se réclame de cet héritage. Sauf que le pays connaît actuellement une grave crise politique et économique. Les manifestations de rue critiquent ouvertement le gouvernement de Maduro. Donc comment en est-on arrivé là? Le Venezuela se trouve au nord de l'Amérique du Sud, au bout de la cordillère des Andes. Le pays dispose d'une façade sur la mer des Caraïbes et il partage ses frontières avec la Colombie, le Brésil et le Guyana. Et face à ses côtes se trouvent Trinité et Tobago et ce qu'on appelait il y a peu les Antilles néerlandaises. Sa superficie est de 912 000 km², soit presque 3 fois l'Allemagne. Le pays compte 29 millions d'habitants, dont 90% vivent dans les villes, majoritairement sur le littoral, à l'image de Caracas, la capitale. Donc l'intérieur du pays est faiblement peuplé. La population du Venezuela est composée de 50% de métis, issus des brassages entre blancs, descendants de colons venus d'Espagne et du Portugal, et esclaves noirs d'Afrique, 42% de blancs, 3,5% de noirs et 3% d'indiens. La langue officielle est l'espagnol, 78% de la population est catholique, et bien ce sont là les héritages directs de plusieurs siècles de colonisation. Alors une partie de cette population aujourd'hui est mécontente. Depuis février 2014, de grandes manifestations ont lieu régulièrement pour dénoncer la situation politique et économique du pays. Alors pour comprendre, il faut faire un petit peu d'histoire récente. Élu démocratiquement, un certain Hugo Chavez devient président du Venezuela en 1999 et il va le rester pendant près de 15 ans. Issu d'un milieu modeste, militaire de formation, il est connu des Vénézuéliens pour avoir tenté en 1992 un coup d'État contre le président de l'époque, Carlos Andrés Pérez, ce qui l'a conduit en prison. Avec Chavez, c'est la gauche qui arrive au pouvoir au Venezuela, et ce mouvement sera suivi dans de nombreux autres pays d'Amérique latine durant la décennie suivante. Chavez veut mettre en place ce qu'il appelle la révolution bolivarienne, en référence à Simón Bolívar, général vénézuélien, héros de l'indépendance de l'Amérique latine au début du XIXe siècle face aux colonisateurs espagnols. Alors en quoi consiste cette révolution bolivarienne? Sur le plan institutionnel, le pays est renommé République bolivarienne du Venezuela. Une nouvelle constitution est adoptée, introduisant des mécanismes de la démocratie participative. Sur le plan social, le plan Bolivar 2000 est mis en place pour améliorer les conditions de vie de la population. On observe alors au Venezuela une réduction de la pauvreté, la part de la population pauvre passe de 49% en 1999 à 28% en 2010, une hausse du taux de scolarisation, notamment dans le secondaire, qui passe de 48% à 72%, et une hausse du PIB par habitant, qui est passé de 14 200 $ à 16 500 $. Comment le gouvernement finance-t-il ses programmes sociaux? Eh bien, avec les revenus du pétrole. Car le Venezuela dispose des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde devant l'Arabie saoudite. 300 milliards de barils de pétrole, soit environ 18% des réserves mondiales. En 2012, les revenus des exportations de pétrole représentaient plus de 90 milliards de dollars. Et ces ressources pétrolières du pays sont gérées par l'entreprise d'État PDVSA. Une partie de ces revenus a permis de financer les grands programmes sociaux, ainsi qu'un autre objectif de la révolution bolivarienne, le retour du Venezuela sur la scène internationale. Au plan international, Chavez veut affirmer l'indépendance du Venezuela à l'égard des puissances occidentales et en particulier des États-Unis, symbole de l'impérialisme et du capitalisme mondial opposé à la révolution bolivarienne. Aux États-Unis sont aussi associées certaines institutions telles le FMI. Cette stratégie conduit Hugo Chavez à critiquer régulièrement l'action des États-Unis dans des discours virulents, à lancer des initiatives contre les intérêts des États-Unis, comme en offrant l'asile politique à Edward Snowden en 2013,
et à entretenir des relations avec des pays régulièrement en opposition avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Iran, la Biélorussie, la Syrie, la Libye de Kadhafi et Cuba. Chavez a aussi cherché à relancer l'intégration régionale en Amérique latine sans les États-Unis, à travers la création de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, qui regroupe d'autres pays gouvernés par la gauche, mais aussi au travers de Petrocaribe, accord par lequel le Venezuela offre aux pays des Caraïbes et de l'Amérique centrale du pétrole à des conditions préférentielles et cherche ainsi à les soustraire à l'influence des États-Unis. Et puis enfin, en 2009, il contribue à faire annuler l'exclusion de Cuba de l'Organisation des États américains, malgré les réticences des États-Unis. Donc cet anti-américanisme est la pierre angulaire de la politique extérieure du Venezuela sous Chavez. Sauf que le premier partenaire commercial du Venezuela, ce sont justement les États-Unis, principal débouché du pétrole vénézuélien. Le retour du Venezuela sur la scène internationale et l'amélioration des conditions de vie des Vénézuéliens expliquent la grande popularité dont a bénéficié Chavez durant sa présidence, d'autant plus qu'elle s'est accompagnée d'un culte de la personnalité. Le 5 mars 2013, Chavez meurt d'un cancer alors qu'il est encore président. Son successeur et héritier politique, Nicolás Maduro, est élu de justesse en avril 2013. Depuis, le gouvernement voit sa popularité dégringoler au point qu'une partie de la population, surtout les classes moyennes et aisées, est aujourd'hui dans la rue. Alors quelles sont les raisons du mécontentement des Vénézuéliens? Le point de départ des manifestations de février 2014, c'est l'insécurité. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le nombre d'homicides a plus que triplé entre 1998 et 2012. Aujourd'hui, le Venezuela est le deuxième pays le plus dangereux au monde après le Honduras. L'insécurité s'est aggravée sous la présidence Chavez. En 2009, une étude de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale estimait que 9 à 15 millions d'armes étaient en circulation au Venezuela pour une population de 30 millions d'habitants. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse de l'insécurité pendant la présidence Chavez. La porosité de la frontière avec la Colombie, la présence des FARC du côté colombien, explique en partie l'afflux d'armes sur le territoire vénézuélien. Il y a aussi le trafic de drogue. Le Venezuela est devenu, à partir des années 90, une plaque tournante du trafic de cocaïne, produite en Colombie, au Pérou, en Bolivie. Cette drogue passe par le Venezuela pour ensuite être exportée vers l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, ainsi que vers le Mexique et les États-Unis. Et sous la présidence Chavez, on ne voit pas de réelle politique de lutte contre ce trafic. Et puis il y a aussi la corruption. Selon l'ONG Transparency International, le Venezuela fait partie des 20 pays les plus corrompus au monde. Cette corruption touche les fonctionnaires administratifs, le secteur privé, la police, ce qui explique en partie le climat d'insécurité qui règne dans ce pays. Et puis il y a aussi l'industrie pétrolière dont la place dans l'économie pose problème. Le pétrole au Venezuela, c'est 96% des recettes d'exportation et environ 50% des recettes budgétaires. L'économie du pays est donc fortement dépendante du pétrole et cette dépendance s'est aggravée pendant la présidence Chavez. Car les revenus pétroliers ont été investis dans les programmes sociaux et non pas dans l'industrie, ce qui permettait pourtant de diversifier l'économie. Cette situation oblige ainsi le pays à importer la majorité des biens que les habitants achètent. Environ 50% de l'alimentation consommée dans le pays est importée. Sauf qu'aujourd'hui, les Vénézuéliens doivent faire face à des pénuries régulières, que ce soit des médicaments ou même du papier toilette. Car en 2003, un strict contrôle d'échange entre le bolivar et le dollar a été instauré, ce qui favorise la mise en place d'un marché noir du dollar et augmente le cours de cette monnaie sur le marché parallèle. Et cela entraîne une hausse des prix des produits importés réglés en dollars. Or, le prix de certains produits est plafonné au Venezuela, si bien qu'il n'est plus rentable d'importer ces produits pour les vendre. On le comprend, les sources de mécontentement sont nombreuses au Venezuela, et pourtant il reste périlleux de critiquer la politique du gouvernement qui pratique la censure et même la répression. Le pays se classe 116e sur 180 en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Le gouvernement cesse la publication de certaines statistiques économiques afin de cacher l'ampleur des difficultés aux Vénézuéliens.
L'opposition politique est régulièrement attaquée par le gouvernement. Et les manifestations, qui ont débuté en février 2014, ont été durement réprimées par la police, mais aussi par l'armée. Alors les facteurs de mécontentement des habitants du Venezuela, en fait, sont multiformes, à la fois sociaux, économiques, politiques, liberté des médias, liberté individuelle. Alors ces faits ne sont pas tout à fait récents, mais peut-on prolonger le chavisme sans Hugo Chavez? D'ailleurs, les critiques qui sont adressées au gouvernement ne viennent pas seulement de l'opposition politique, mais également d'une partie de la population. Et puis les mauvaises nouvelles internationales s'accumulent aussi pour le pays, car il y a la configuration énergétique aussi. La baisse du prix du pétrole depuis 2014 est une catastrophe pour le budget du Venezuela, car elle va augmenter les difficultés économiques et donc augmenter les mécontentements dans le pays. Vous pouvez lire utilement l'Atlas de l'Amérique latine, le continent de toutes les révolutions de Olivier Daben, publié chez Autrement, et puis également au Venezuela, les succès et les échecs de la révolution bolivarienne dans la revue Diplomatie, publiée en avril 2013.